Hello à toutes et à tous pour cette quatrième vidéo sur la thématique du money management qui sera consacrée sur le partage avec vous d'un exemple euh, personnel sur un investissement sur lequel je suis en train de travailler, notamment dans la construction d'un portefeuille contre la stagflation. Donc, vous avez parlé dans une vidéo qui s'intitulait sur un peu marrante, les cocotiers, c'est maintenant ou pas. Et dans cette vidéo, je parlais justement du danger de l'inflation et de la nécessité de se protéger contre l'inflation. Et moi, en fait, c'est ce que je suis en train de faire en construisant progressivement un portefeuille anti-stagflation. Mais là encore, il s'agit de ne pas se précipiter. Moi, j'ai repéré un actif qui est intéressant, je vais vous le partager. Mais là encore, hein, il s'agit vraiment, moi-même d'ailleurs, je ne vais pas me précipiter pour faire un all-in dessus. Donc évidemment, ce n'est pas pour que vous fassiez ça. Mais c'est quelque chose, je vais vous partager ma réflexion avant d'investir et surtout combien investir. Alors, on va là, hop là. Alors, donc là, donc je vais vous tirer, donc je vous ai présenté donc dans la troisième vidéo le rôle des générateurs de scénarios économiques euh, pour, pour avoir une vision, pour avoir une vue de ce que l'on peut gagner ou de ce que l'on peut perdre dans ces différents investissements. Voilà, je vais vous donner un exemple d'application pratique sur une stratégie d'investissement sur laquelle je travaille. Alors, il y a un actif qui clairement m'intéresse en ce moment, que je suis de très très près, qui est l'argent métal. Qui est l'appellation, c'est le XAG. Alors, je vais déjà parler hein, dans la deuxième vidéo, je crois, de l'argent. Donc, je vous rappelle le graphique de l'argent. On a une once d'argent qui gagne à peu près 7% par an entre 2000 et aujourd'hui, mais après, avec des évolutions, des variations qui peuvent s'éloigner sensiblement de cette tendance de long terme. Ceux qui ont fait un all-in en 2011, ils ont vraiment perdu, enfin, ils ont perdu leur chemise, comme on dit. Donc, c'est très important lorsque l'on investit, hein, que ce soit dans cet actif-là ou dans un autre, de voir, de comprendre un petit peu comment est structuré l'historique et quels sont les facteurs de risque qui pèsent sur ce type d'actif. Alors, donc là, c'est l'historique de très long terme. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en ce moment. Bon, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ça commence un petit peu à dater. Alors, quand je regarde pourquoi cet actif m'intéresse, sur les 2 dernières années, on voit l'once d'argent, il est au bas, il se situe dans le bas d'un range situé entre 22 dollars et 30 dollars l'once. Donc on voit, ça fait 2 ans finalement, depuis la crise du Covid, que le cours de l'argent métal fluctue entre 22 et 30 dollars l'once. On a eu ici une tentative hein, de percer, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire GameStop, lorsqu'il y a eu des Américains qui se sont coordonnés via les réseaux sociaux pour faire augmenter le cours, pour acheter l'action GameStop et faire tomber, faire chuter des hedge funds, donc des fonds spéculatifs. Donc, ils avaient réussi sur GameStop, ils avaient réussi à provoquer ce qu'on appelle un short squeeze qui a poussé des fonds à quasiment être au bord des fonds d'investissement à être quasiment au bord de la faillite. Alors, c'est vrai que c'est particulier, apparemment, ils n'étaient pas tout seuls, ils avaient été aidés par un certain Elon Musk, mais ça avait fait pas mal jaser, comme on dit. Et au même moment, avec l'affaire GameStop, ces investisseurs se sont dit, bah tiens, si on faisait pareil sur le cours de l'argent, parce que l'argent, il est clairement sous-évalué. Il est clairement sous-évalué. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ces investisseurs ont voulu pousser l'argent au-dessus de 30 dollars l'once afin de provoquer des appels de marge chez certains acteurs du marché qui manipulent le cours
le cours de l'argent. Donc là, pourquoi l'argent m'intéresse? Alors, premier point d'intérêt, alors on n'est pas à 30 $ l'once, on est dans le bas du canal. On est à 23 $ l'once au moment où je vous parle. Alors, il est même tombé à 22 et quelques, mais apparemment, la Fed, il y a eu la réunion de la Fed qui a délivré apparemment un message qui a été plutôt bien pris, aussi bien par les marchés actions que l'argent. Donc, du coup, l'argent a rebondi sur ce seuil. Il est à 23 $ l'once. Mais même à 23 $ l'once, on est quand même dans des zones où c'est intéressant d'investir. Un premier point qui me pousse à penser qu'on est dans des zones, alors je ne dis pas qu'il faut se précipiter, mais on est dans des zones où c'est intéressant de réfléchir sur l'opportunité d'investir sur l'argent métal. Deuxième point, pas une personne en ce moment ne croit en la baisse de l'argent ou de l'or. Moi, je suis, que ce soit des économistes, des influenceurs, tout le monde est unanime pour dire que l'or et surtout l'argent sont des actifs dans lesquels il est très, très, très intéressant de se positionner. On a même Robert Kiyosaki, donc, qui a rédigé le livre Père riche, Père pauvre, qui clairement appelle les gens, conseille aux gens d'investir massivement sur l'argent et sur l'or. Et il a même pronostiqué qu'à la fin de l'année 2022, l'or serait à 3 000 $. Bon, attention, hein, je ne fais pas de pronostic. Hein, si je vous parle de money management, ce n'est pas pour vous dire tel actif, il va aller là ou là ou là. Mais quelque part, c'est intéressant parce qu'on a quand même des gens qui suivent un peu les marchés. On a même Warren Buffett qui n'est pas nécessairement un fan de l'argent. Warren Buffett, il est plutôt investisseur sur des actions. Là, il va acheter des actions comme Coca-Cola et il va les garder très longtemps. Même Warren Buffett commence à penser que l'or et l'argent, en ces temps d'inflation, ça peut être des actifs intéressants. Donc ça, on a quand même des signaux qui me rendent plutôt optimiste sur l'or et l'argent, d'autant plus que les gros médias n'en parlent pas. Si vous allez dans les gros médias traditionnels, on vous parle éventuellement de Netflix, on vous parle de Tesla, mais on ne vous parle pas encore de l'or et de l'argent. L'or et l'argent sont loin, surtout l'argent, de leur record historique. Donc les médias n'en parlent pas, les médias de masse, mais des investisseurs avisés comme Warren Buffett, comme Robert Kiyosaki en parlent. Et donc ça, forcément, moi, quand des investisseurs avisés en parlent, mais que le grand public, que l'information n'est pas communiquée au grand public par les gros médias, ça m'intéresse, clairement. Alors, vous avez un autre élément qui est intéressant à prendre avec des pincettes, qui est, alors vous le connaissez peut-être, c'est l'US Debt Clock. Donc, si vous allez sur Google, vous tapez Debt US Clock. Alors, c'est un site qui vous montre en temps réel l'évolution des principaux points de la balance économique américaine. Donc, vous avez évidemment la dette, vous avez le PIB, vous avez la dette par citoyen, vous avez énormément vous avez même les dettes par étudiant, par carte de crédit. Enfin, vous avez la population américaine, vous avez pas mal de grandeur en temps réel. Hein, si vous, faites le petit jeu, vous allez voir ce tableau, les données évoluent à la seconde près en temps réel. Et dans ce tableau, alors évidemment, c'est très théorique, hein, en fonction de la dette, de la planche à billets de la Banque centrale, du PIB, vous avez des informations sur le cours théorique que devrait valoir le pétrole, l'or, l'argent. Et dans ce tableau, le cours théorique de l'argent devrait être égal à, alors écoutez bien, 2466 $ l'once. Actuellement, l'once d'argent cote un peu moins de 23 $ l'once. Donc, soit 100 fois moins que ce qui est indiqué là-dessus. Attention, attention, faut pas faire un all-in sur l'argent en disant oh là là, on va investir parce que demain, on va aller à coup sûr à 2466 $ l'once. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, les titres de la vidéo, c'est le money management. Money management, il faut laisser raison garder, il faut être calme,
faut pas s'exciter. C'est ça le money management. Mais avant de faire du money management, il faut quand même détecter des opportunités. Ça ne sert à rien de faire une étude de money management sur, je vous disais, sur un actif dont le taux de rendement est négatif. À part se faire mal, à moins d'être masochiste, ça ne sert à rien. Donc, avant de faire du money management, il faut déjà détecter des opportunités. Clairement, l'argent, le cours de l'argent est une potentielle, je dis bien potentielle opportunité. Ça, je ne dis pas qu'il faut investir à coup sûr, mais ça vaut le coup de réfléchir sur l'opportunité de diversifier son portefeuille avec de l'argent métal. Et là encore, hein, on a des fondamentaux économiques exceptionnels. En 2011, il fallait 20 € pour acheter, enfin, il fallait 2 billets de 20 € pour acheter une once. Aujourd'hui, il en faut une, vous voyez, je vous montre. Là, vous avez une once d'argent. Une once d'argent. En 2011, il fallait 2 billets. Une once d'argent valait 50 $ l'once, donc à peu près 40 € à l'époque. Il fallait 2 billets de 20, vous voyez, pour acheter une once d'argent. Une once d'argent, il faut creuser, il faut aller creuser le sol. Ça ne se trouve pas facilement, ce n'est pas quelque chose qui est facile à trouver. Et en même temps, c'est très utile, parce que vous avez des choses qui sont très dures à trouver, mais qui ne sont pas utiles. L'once d'argent, l'argent, est le meilleur conducteur électrique et le meilleur conducteur électrique qui existe. Donc, c'est un métal qui, à la fois, est utile contre l'inflation. C'est une monnaie historique. Depuis les Romains, les Grecs, on utilise des pièces d'argent. Alors, il y a l'or, mais il y a également l'argent qui sert de monnaie d'échange. Et c'est un métal industriel qui peut s'assembler avec le cuivre pour notamment faire des matériaux qui ont besoin d'être très conducteurs par rapport à l'électricité. Et quand on sait par exemple qu'avec l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, il va falloir développer peut-être des centrales nucléaires, développer l'électricité nucléaire, il va falloir, l'électricité, il faut la conduire. Il faut pas que l'électricité se perde en chemin. Il faut de très bons conducteurs d'électricité. Et là, vous avez le cuivre, mais surtout l'argent, qui en plus d'être conducteur, d'être un excellent conducteur, il n'est pas oxydable. C'est l'argent, si vous mettez de l'eau sur une pièce d'argent, l'argent ne sera pas oxydé par l'eau. En 2011, il fallait 2 billets de 20 € pour acheter une pièce. Aujourd'hui, en 2022, il ne faut plus 2 billets, 1 billet. L'argent, au moment où je vous parle, vaut 50% de moins qu'en 2011. Il faut qu'un billet, alors que ça reste limité, c'est précieux, ça a beaucoup d'utilité, alors que ça, enfin, la planche à billets, ça a tourné. Hein, ça, là, les 2 billets que j'ai, en fait, ils ont été imprimés après 2011, hein, puisqu'il y en a un des deux qui porte même la signature de Christine Lagarde. Donc, vous voyez, ça, entre le moment où Christine Lagarde est arrivée à la tête de la BCE et maintenant, vous voyez, j'ai déjà des billets qui portent sa signature. C'est dire à quel point ça on en fabrique facilement. Ça, bon, pas que c'est du papier toilette, mais j'ai pas mes voilà, mais voilà ça. Bon, moi je suis plus à l'aise avec ça qu'avec ça. Mais bon, c'est comme ça. Et si je vous remets l'écran, regardez un petit peu l'explosion du bilan de la Banque centrale européenne. C'est vraiment impressionnant. En 2011, il fallait 2 billets de 20 € pour acheter une once d'argent. Le bilan de la BCE était à 2000 milliards. Aujourd'hui, alors que le bilan de la Banque centrale européenne, il est 4 fois plus élevé, il est de 8000 milliards, hein, parce que là le graphique, il faut le prolonger, on s'arrête en 2020. En 2022, on est plutôt à 8000 milliards d'euros, donc 4 fois plus qu'en 2011. Et bizarrement, pour acheter une once d'argent, il faut plus 2 billets de 20 €, mais seulement un. Donc l'once d'argent a perdu 50% de sa valeur,
alors que le bilan de la Banque centrale européenne a été multiplié par 4. Et c'est pareil pour la Réserve fédérale américaine. Donc là, on voit clairement que, je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'il faut se précipiter sur l'argent, mais clairement, moi, ça me pousse à réfléchir. Ça me pousse à réfléchir. On est passé de là à là, on a divisé par 2, alors que bon, bah, ça, c'est ça, on n'en trouve pas dans les, on n'en trouve pas sous le sabot de cheval, alors que ça, visiblement, bon, bon, ça imprime à tout va, comme on dit. Donc ça c'est quelque chose qui pousse à réfléchir. Donc on a des conditions très intéressantes, en plus, qui me donnent la possibilité d'acheter de l'argent en ne bloquant que 10% de mes investissements. Donc là, je vous mets un extrait, l'extrait de mon broker. Donc je peux quasiment acheter, donc je n'ai besoin que de 10% de collatéral pour acheter de l'argent. 10% d'investissement bloqué pour acheter de l'argent, ça revient à avoir un effet de 1 sur 10%, un effet levier de 10. C'est énorme. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc avec mon portefeuille de trading de 25 000 euros d'argent en banque, je peux donc prendre une position totale sur l'argent de 250 000 euros. Donc si j'y vais, hop là, je fais un all-in sur l'argent avec mes 25 000 euros, je peux en théorie miser l'équivalent de 250 000 euros. Alors maintenant, pour rêver un peu, si le cours de l'argent passe de 23 $ l'once à 230 $ par once, donc on reste quand même 10 fois en dessous de la valeur théorique qui est mentionnée par la debt clock, l'US debt clock, 230 $ l'once, si on fait x10, et si j'investis l'équivalent de 250 000 euros, ce que je peux faire, alors mon patrimoine augmentera de 250 000 euros x 10, soit de 2,5 millions d'euros. C'est juste complètement fou, quoi. C'est complètement dingue. Bon, là, je parle de 230 $ l'once, mais il y a certains experts, dont par exemple notamment Robert Kiyosaki, qui voient très très bien l'once arriver à peu près 80 $ l'once. Donc 3 fois moins. Même 3 fois moins que 230 $. Passer de 23 $ l'once à 80 $ l'once, si je mets 250 000 euros, donc je mets le maximum, je fais un all-in, ça me fait quasiment une plus-value de 1 million d'euros. Bon, c'est énorme, 25 000 euros investis, et au final, j'ai 1 million d'euros de plus-value potentielle. C'est énorme, quoi. C'est ce que gagne, c'est ce que va gagner, c'est ce que peut mettre de côté un cadre bien placé, même sur toute une vie, sur toute une carrière. Là, en quelques clics, si l'argent va dans le bon sens, ça fait tout de suite des plus-values qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Mais ne nous enflammons pas trop vite. Voilà, c'est une vidéo quand même sur le money management, donc c'est pas une vidéo sur voilà, on fait un all-in sur l'argent et après on part avec la Porsche. C'est pas du tout ça. Moi, je reste quand même prudent. Donc, il y a matière à réfléchir avec l'argent, clairement. Les médias n'en parlent pas, les gens qui s'y connaissent commencent un peu à en parler, la presse mainstream n'en parle pas, il y a des fondamentaux économiques et industriels qui rendent l'argent intéressant. Par rapport à l'historique, l'argent n'est pas très très cher, donc oui, il y a matière à réfléchir, mais à réfléchir, pas à foncer bêtement. Alors, quels sont les éléments, moi, qui me dérangent quand même sur l'argent? L'argent reste très volatile. Je vous ai montré le graphique précédent, il n'y a pas photo. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas, l'argent est manipulé par les grandes banques. Il y a des grandes banques aujourd'hui qui, par des produits dérivés, des swaps, etc.,
sont capables de bloquer l'argent en dessous d'un certain seuil. Et a priori, aujourd'hui, le seuil des 30 dollars l'once semble être excellemment bien tenu par les banques, par les vendeurs, via notamment des produits, par des produits dérivés, des CFD, etc., etc. Et d'ailleurs, les personnes, les particuliers qui ont pu mettre en difficulté des hedge funds sur GameStop, ils ont tenté de faire la même chose avec l'argent en essayant de faire monter l'argent au-delà des 30 dollars l'once. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les banques en face, elles ont mis ce qu'il fallait pour empêcher le prix de l'argent d'exploser à la hausse. Et c'est tout à fait compréhensible parce que l'argent, il est victime de son succès. L'argent est un métal industriel, conducteur, et donc du coup, personne n'a intérêt à ce que son prix explose à la hausse. Donc il est fort possible que l'argent puisse être objet de manipulation pour que son cours ne soit pas trop élevé. Et enfin, troisième point qui me dérange un petit peu, il est anticorrélé, il est négativement corrélé au taux réel. C'est-à-dire que quand les taux réels montent, ce qui risque d'être le cas, on a les taux nominaux pour le moment qui montent, on a l'inflation qui monte aussi, mais il va arriver un moment où l'inflation commencera à baisser, les anticipations d'inflation commenceront à baisser avant que les taux nominaux ne baissent. Il est possible que les banques centrales, pour tenter de casser l'inflation, qu'elles aillent au-devant de l'inflation, un peu comme l'avait fait Paul Volcker au début des années 80. Donc il n'est pas exclu que les banques centrales fassent un excès de zèle en montant les taux alors que l'inflation commence à refluer. Et si on arrive dans ce scénario, l'historique montre que l'argent a une corrélation négative avec ce qu'on appelle les taux réels, qui est taux nominal moins l'inflation. Et là, on peut avoir le cours de l'argent qui peut baisser en dessous du niveau qu'il est actuellement. C'est pour cela, vous voyez, il ne faut pas s'emballer. J'ai présenté les points positifs qui m'amènent quand même à réfléchir, parce qu'il y a matière à réfléchir, mais il y a des choses qu'il faut mesurer. Donc, qu'est-ce que je fais? Toutes ces données, hein, le rendement de l'argent, la volatilité, la skewness, la kurtosis, les corrélations avec les taux, avec l'inflation, l'autocorrélation, tout ça, je rentre ça dans le générateur, dans mon générateur économique, et je projette 1000 scénarios sur les 12 prochains mois. Et là, j'ai à peu près, là, j'ai ce qu'on appelle la distribution des scénarios. Hein. J'ai une espèce d'histogramme de ce que peut être le cours de l'argent dans les 12 mois. Et là, c'est intéressant. Je partage ça avec vous. Il existe une chance sur 500 de voir l'once d'argent dépasser les 1000 dollars. Donc oui, effectivement, si je fais un all-in, si je mets 250 000 euros sur l'argent, j'ai une chance sur 500 de faire 250 000 fois 1 000, ça fait 250 millions d'euros. Bon, c'est pas mal, on approche le milliard là. Voilà, c'est. Après, j'ai quand même une chance sur 20 de voir l'argent dépasser les 100 dollars l'once. C'est quand même pas négligeable. C'est pas rien. Par contre, attention, pour les raisons que j'ai expliquées plus haut, l'argent est manipulé, l'argent est très volatile, il y a des corrélations négatives avec les taux réels qui sont en train de monter. Il y a, donc ça, et ça, le générateur le voit, il y a une chance sur 10 de voir l'once d'argent enfoncer les 20 dollars l'once. Attention, donc il y a quand même, on parle quand même de 10%, c'est pas rien. Donc, sachant que si je fais un effet de levier de 10 sur l'argent, il suffit que l'argent descende en dessous de 22 dollars pour que je perde tout. Donc voilà, donc j'ai quand même une chance sur 10 qu'il enfonce les 20 dollars l'once. J'ai une chance sur 20 que l'once d'or descende en dessous des 15 dollars l'once. Et j'ai même une chance sur 1000. Bon, c'est pas énorme, mais ça existe. On l'a déjà vu sur le pétrole durant la crise du Covid, hein, le pétrole qui est tombé à quasiment à 10 dollars le baril, alors qu'on était à 150 dollars le baril en 2008.
il y a une chance sur 1000 que l'once d'argent descende en dessous des 10 dollars. Donc en fait, il y a une chance sur 1000 que l'once d'argent revienne à son niveau qu'il était au milieu des années 2000. Donc c'est pour cela que c'est quand même important, voilà, de mesurer un petit peu, d'avoir un peu la distribution des trajectoires possibles de l'argent. Et là, à partir de ça, je fais mes calculs. Et là, chacun de nous a son niveau d'aversion au risque. Moi, j'ai un portefeuille de 25 000 euros qui pourra évoluer par la suite contre la stagflation. Parce que la stagflation, moi, c'est un vrai sujet pour moi aujourd'hui. On a une inflation qui est assez élevée. Alors, pour le moment, si on est motivé, si on peut faire en sorte que son salaire suive l'inflation, mais ça risque de ne pas durer. Ça risque de ne pas durer. On risque d'avoir un scénario où la croissance des salaires va se gripper à cause de la crise en Ukraine, etc., alors que l'inflation, qui est de l'inflation importée par la faiblesse de l'euro et par la hausse des matières premières, pourrait continuer. Donc, moi, je compte aussi sur mon portefeuille de anti-stagflation. Alors, dans ce portefeuille de 25 000 euros, évidemment, je ne veux pas tout griller sur l'argent. Parce que j'ai aussi investi un peu dans les cryptos, j'ai investi dans du cuivre, j'ai investi dans le gaz, le pétrole. Je ne vais pas tout mettre dans un seul actif. Donc, moi, j'ai décidé, ça, chacun est, voilà, est libre. Mon aversion personnelle au risque, c'est 2500 euros. Je ne veux pas, sur un seul actif, donc l'argent, perdre plus de 10% en fait des 25 000 euros investis, enfin, des 25 000 euros qui sont en banque, qui constituent ce portefeuille contre la stagflation que je construis. Donc mon niveau, mon seuil de tolérance est de 2500 euros. Une once d'argent qui cote 23 dollars aujourd'hui peut descendre dans le pire des cas à 8 dollars, soit une baisse de 15 dollars. Ça, c'est voilà, la distribution. Bon. L'euro cote à peu près 1,05 dollars pour un euro. Donc évidemment, la baisse en euros, en fait, c'est 15 dollars, ça serait de l'once d'argent peut, dans le pire des cas, perdre 14,28 euros. Donc, avec un budget de risque de 2500 euros, je peux donc investir 2500, donc c'est mon budget de risque, divisé par la perte, par once, la perte maximale que mon générateur de scénario me montre, donc 14,28, ce qui me donne un investissement de 175 onces d'argent. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, c'est mon enveloppe globale, c'est 175 onces d'argent. Alors, un contrat sur l'argent porte sur 500 onces. Donc ça, c'est mon broker, hein, chaque broker est différent. Et donc, du coup, mon budget de risque sur l'argent métal en date d'aujourd'hui est de 175 sur 500, il est de 0,35 contrats. Donc, je vais construire une stratégie d'investissement sur l'argent, mais de manière à ne pas, pour l'heure en tout cas, dépasser les 0,35 contrats. C'est ma fourchette maximale d'allocation pour l'argent. Alors bien sûr, cette fourchette, elle sera amenée à évoluer. Si par exemple, je commence à avoir un gros stock de plus-value latente, bon là, pour le moment, mon stock de plus-value latente a un peu baissé avec la hausse des taux, la baisse des marchés. Bon. Mais si jamais j'ai un stock de plus-value latente qui commence qui remonte, forcément, je peux affecter à mes 25 000 euros une partie de ces plus-values latentes que je peux considérer comme pouvant être perdues dans le cadre d'un investissement dans l'argent. Si par exemple, demain, je fais 500 euros de plus-value latente, je peux très très bien dire je suis prêt à perdre 2500 euros sur l'argent métal, plus 500 euros de plus-value latente que je suis prêt à utiliser comme coussin, ce qui me donne en fait une tolérance à la perte globale de 3000 euros. Et donc, du coup, ça me fait une possibilité d'investir encore peut-être plus de contrats. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà,
je m'attarde un petit peu là-dessus pour vous montrer un peu comment un investisseur doit raisonner. Donc d'abord, détecter les opportunités qui ne sont pas trop médiatisées, parce que quand tout le monde en parle, c'est déjà un peu tard. Détecter, donc là, c'en est une, hein, l'argent métal, clairement. Personne n'en parle, enfin, pas les médias mainstream. C'est une opportunité, parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est un actif tangible, qui est rare, qui est utile dans l'industrie, qui sert de monnaie d'échange, qui résiste à l'inflation. Mais il y a des mais, il y a des points d'attention. C'est un actif que l'on peut manipuler, hein, que les banques peuvent manipuler, qui est aussi corrélé aux taux réels qui sont en train de monter. Donc il y a aussi des choses négatives. Et ensuite, je rentre tout ça dans une moulinette, dans mon générateur de scénario économique qui me donne les probas de gains et de pertes. Et ensuite, en me regardant dans un miroir, avec mon niveau d'aversion au risque, bah, je tranche et ça me donne une enveloppe de risque à attribuer à cet actif-là. Voilà un petit peu, c'est pour cette vidéo. Moi, vous voyez, mon but, c'est pas de faire des coups. Hein. Mon but, c'est pas de faire des coups. Et d'ailleurs, quand je vous mets la structure de mon patrimoine, regardez, vous voyez, depuis là, j'ai commencé à travailler. Vous voyez, j'ai une structure patrimoniale qui est qui est plutôt prudente, qui est pourtant prudente, mais en même temps, bon, on part de zéro, on arrive en patrimoine brut, qui est le patrimoine net d'ailleurs, puisque j'ai le 5 avril, donc le mois dernier, j'ai fini de payer toutes mes dettes. Hein. J'ai plus du tout, au moment où je vous parle, j'ai plus aucune dette. Donc, un patrimoine qui part de zéro, qui termine à quasiment 990 10 000 euros, et quasiment avec pas beaucoup de volatilité. Alors, on voit que, effectivement, j'ai subi les crises. Hein. On voit que, par exemple, pendant la crise de 2008, vous voyez, bah, la part de mes actions, ma poche action, bah, forcément, elle a baissé. C'est logique, hein, il y a eu des moins-values, il y a eu la crise de Lehman, il y a eu la faillite de Lehman, forcément. Mais cette chute sur les actions a été compensée par des gains sur les SCPI, sur l'immobilier, sur l'obligataire. J'ai eu des compensations. Pareil en 2011. Vous voyez, en 2011, j'ai quasiment pas gagné d'argent. Mon patrimoine il a stagné. Pourquoi? Parce que j'ai connu des pertes sur le Forex, sur les actions, pas mal. Hein, c'était la crise grecque, etc. L'euro a dérouillé, puis bah, les actions européennes ont souffert. Mais ces pertes ont été absorbées par la hausse d'autres actifs que j'ai en portefeuille. Donc ça c'est un peu, disons, la manière que j'ai d'appréhender le money management, la gestion des investissements. C'est d'avoir une gestion alors, je ne vais pas dire prudente, parce que bon, quand même, la croissance du patrimoine, moi, elle est quand même intéressante. Atteindre la liberté financière au bout de 20 ans de carrière, c'est bien. Alors, ce n'est pas spectaculaire, hein. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, mais en prenant beaucoup de risques. Mais là, j'ai pris finalement pas tant de risques que ça. Et j'arrive quand même à des niveaux de patrimoine et de revenus de patrimoine qui permettent de viser la liberté financière. Et ça, c'est vraiment grâce au money management. Donc, c'est pour cela que je voulais passer du temps avec vous pour vous présenter un petit peu une étude personnelle sur un investissement et comment je mets en place cet investissement au travers d'une étude de money management. Ben voilà, ben écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette quatrième vidéo. Alors, il ne s'agit pas de répliquer exactement ce que je fais, parce que chacun a son appétence, son appétence par rapport au risque. La manière que j'ai d'appréhender mon propre risque n'est pas forcément le même que le vôtre, mais c'est important de mettre en place une routine, un process d'investissement rigoureux, autour duquel il ne faut pas trop vous écarter. Voilà.
Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo sur mes conseils et mes conclusions. Donc voilà, bah, je vous dis tout de suite pour celles et ceux qui veulent suivre la dernière vidéo sur les conclusions par rapport à tout ce qui est money management.